Voilà, je pense qu'on va pouvoir commencer. Merci à tous d'être là aujourd'hui pour une nouvelle édition de notre webinaire 33 minutes. Aujourd'hui, on a choisi un sujet qui évidemment vous touche beaucoup. On n'appelle pas vraiment ça la crise des matériaux, mais c'est un peu l'idée. Tout ce que vous pouvez subir comme hausse des prix actuellement, quels que soient les matériaux, et quel impact ça peut avoir sur votre entreprise. Alors, on va essayer de traiter le sujet très rapidement pour vous donner les premières pistes de réflexion. Et puis, c'est le principe du 33 minutes, de vous donner des pistes d'éclairage. Il ne faut pas hésiter à nous recontacter derrière si vous avez besoin de compléments d'information. On enregistre la visio, donc vous aurez cet enregistrement à disposition dans l'après-midi et vous allez avoir aussi le support qu'on vous présente. Voilà. Le principe aussi du 33 minutes, c'est que vous pouvez poser vos questions dans la petite fenêtre de conversation que vous avez en bas de votre écran normalement. On se garde un temps banalisé de questions-réponses à la fin. Si toutefois on n'arrive pas à répondre à toutes les questions, nous on les note de notre côté et on vous apportera une réponse avec le support qu'on vous enverra cet après-midi. Et puis voilà. Alors on vous avait promis Thomas en termes d'animateur. Finalement, vous aurez Julie cet après-midi parce que Thomas est en 49 et à Angers aujourd'hui, il y a une grosse coupure d'électricité. Donc, Thomas ne peut pas être présent avec nous en visio. Mais heureusement, Julie est là pour le remplacer avec les mêmes compétences. Elle va nous faire ça très bien. Et voilà, donc Julie qui est juriste chez nous. Et puis je vais lui laisser la parole pour qu'elle se présente parce que ce sera encore mieux. À toi, Julie. Eh bien, bonjour à tous. Comme Thomas, je suis juriste en droit de la construction et en contrat. Peut-être que j'ai déjà échangé avec vous par téléphone si vous aviez des questions en matière de TVA, litige, chantier ou autre. Donc, si jamais vous m'avez eu au téléphone, ceci est mon visage. Et je suis ravie de faire avec vous ce web 33 minutes. Donc, je vous présenterai le cadre légal et je serai très attentive à répondre à vos questions. Et je compte sur votre participation. C'est ce qui fait l'intérêt de ce type d'événement. Voilà. Merci, Julie. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, on s'est dit qu'on allait vous faire juste un tout petit, très court éclairage juridique, syndical, pas du tout juridique, syndical, sur l'action de la CAPEB. En fait, c'est un sujet dont on s'est emparé très, très tôt, dès qu'il y a eu les premiers signes au printemps de l'année dernière. Déjà, on vous entendait beaucoup nous dire qu'il y avait une hausse colossale sur les matériaux et que c'était inopiné. Donc, dès le printemps 2021, il y a eu une alerte des pouvoirs publics sur ce sujet-là. Et aussi, en juin, on a fait une lettre ouverte que vous pouviez distribuer à vos clients pour expliquer la situation. C'est une lettre ouverte qui est toujours valable. Il ne faut pas hésiter à l'utiliser pour expliquer la situation. Malheureusement, ça n'a pas beaucoup bougé depuis l'an dernier. Donc, vous aurez le lien dans le diaporama qui mène vers la lettre ouverte. N'hésitez pas à l'utiliser. Le gouvernement a assez vite pris la mesure du bazar. Donc, ils ont créé un comité de crise national sur le sujet. Ça a permis de faire avancer certaines choses. Il est toujours actif. C'est surveillé comme le lait sur le feu. En plus, il y a eu la crise ukrainienne qui s'est rajoutée, donc ça n'a pas arrangé les choses. Donc voilà. Ils ont proposé, le gouvernement, un plan de résilience. Voilà, qui est ce qu'il est. Mais en tout cas, ils ont entendu et ils proposent, ils essayent de nous accompagner sur ces sujets-là. Et puis c'est surtout qu'on a vu aussi que certains fournisseurs, fabricants ne jouaient pas forcément le jeu. Donc il y a eu une vraie action syndicale aussi sur ce sujet-là en début de cette année. Certains se sont engagés à jouer le jeu et à partager, à porter la crise de manière collégiale, parce qu'il n'y a pas de raison qu'il n'y ait que les artisans qui trinquent. Donc voilà, il y a eu une lettre ouverte qui a été rédigée en mars et il y a quand même plusieurs grands groupes industriels qui se sont engagés à prendre des mesures et à partager la peine. On va dire ça comme ça. Donc, évidemment que l'action syndicale continue et qu'on porte ce sujet-là, que ce soit au niveau national ou au niveau local, il ne faut surtout pas hésiter à nous faire remonter des pratiques qui seraient vraiment problématiques. Parce que nous, derrière, on les déclenche auprès du médiateur et le médiateur s'en saisit. Ils ne peuvent pas intervenir quand ils n'ont pas les éléments, très clairement.
Donc, il ne faut pas hésiter à faire remonter des situations problématiques des fournisseurs qui ne joueraient pas le jeu. On est preneur de ces cas-là. Voilà. Protéger son entreprise des bons réflexes. On va se dire une banalité avant de commencer dans le vif du sujet, mais tout est affaire de relations commerciales sur ce sujet particulièrement. Donc, évidemment que sur la situation, il ne faut pas hésiter à informer votre client. La première des choses, c'est qu'il faut qu'il soit au courant de la situation, que ce n'est pas de votre fait, que c'est général et que vous subissez tous ces hausses-là. Voilà. Donc, l'information, plus vous ferez de l'information client, et mieux les choses se passeront. Donc, vous avez la lettre ouverte dont je vous ai parlé. Il y a une petite vidéo aussi qui a été créée que vous pouvez utiliser. N'hésitez pas à la partager. On va revenir tout à l'heure sur le fait de diminuer vos délais de devis et de négocier les devis déjà signés. Mais s'il y a une chose de base à retenir, c'est surtout il faut en parler à vos clients. Il ne faut pas que ce soit quelque chose qui découvre au moment de la facture. C'est une situation générale sur tout le secteur. Donc voilà, c'est pas tabou, les médias en parlent. Au contraire, c'est informer ses clients. Vous êtes sûr que derrière, vous aurez un terrain d'échange qui sera un peu plus propice normalement. Je vais laisser la main à Julie maintenant, que j'ai beaucoup parlé. Julie, je te laisse la main. On va peut-être commencer par la partie marché public. Voilà. Du coup, cette problématique de hausse des prix et des délais de livraison et tension sur la main-d'œuvre, elle se rencontre sur tous les marchés. Ce sont des problématiques similaires et ce sont il y a des mécanismes qui sont mis en place qui sont aussi similaires. Mais comme ce n'est pas du tout les mêmes bases légales, les marchés publics et les marchés privés, ils ont chacun leurs caractéristiques et c'est pour ça qu'on va les étudier un après l'autre. Mais je répète que sur le fond, on va retrouver les mêmes mécanismes de rectification de cette situation. Néanmoins, on va commencer par les marchés publics. Leur caractéristique, c'est qu'ils se caractérisent par le fait que c'est le client qui impose un peu toutes ces propositions techniques de délai, parce qu'on procède beaucoup par appel d'offres. Ensuite, la deuxième caractéristique des marchés publics, c'est les délais entre l'élaboration de l'appel d'offres, c'est-à-dire des caractéristiques techniques et autres, le processus de notification jusqu'on va dire au début des travaux, ce sont vraiment des délais importants. Et en ce moment, c'est ces délais qui posent beaucoup de difficultés. Néanmoins, les marchés publics, ils sont aujourd'hui plus organisés que les marchés privés dans les mécanismes de rectification pour cette hausse des prix, parce que le gouvernement est intervenu et il a donné des instructions claires à toutes les personnes publiques. Et comme on est dans un mécanisme public, c'est le gouvernement qui décide. Et du coup, la circulaire du 31 mars 2022, elle est appliquée. Sachant que déjà, l'été 2021, il y a eu une précédente circulaire qui apportait les rectificatifs pour les entreprises qui étaient déjà dans des marchés publics. Alors, après cette longue introduction, on va voir les 4 mécanismes qui ont été mis en place pour corriger cette hausse des prix. Déjà, on vous rappelle que vous pouvez... Alors, les appels d'offres, c'est donc des pages et des pages de contraintes techniques qui sont demandées. Mais vous, en tant qu'artisan, vous avez une connaissance à la fois du marché des matériaux et à la fois de la mise en œuvre de ces matériaux. Et du coup, vous pouvez proposer ce qu'on appelle une variante. Alors, et ce mécanisme peut faire dès l'appel d'offres. Ça, c'est vous répondez à un appel d'offres en disant vous proposez une couverture en tuiles, mais je vous propose l'équivalent en plaque béton pour telle ou telle raison. La personne publique, elle peut accepter.
Donc, que ce soit au niveau de la réponse de l'appel d'offres ou en cours d'exécution du marché, vous avez toujours la possibilité de modifier les conditions techniques du marché. Que ce soit une substitution de matériaux, de techniques ou autre, vous pouvez toujours le proposer. C'est validé par la maîtrise d'œuvre et accepté ou pas par la personne publique. La deuxième mécanisme, c'est ce qu'on appelle la théorie de l'imprévision. Ça fait très longtemps, ça fait un siècle que c'est appliqué dans les marchés publics et lorsqu'il y a des événements extérieurs imprévisibles au moment de la conclusion du marché public, il y a possibilité de demander une augmentation du prix à la personne publique. Aujourd'hui encore, cette imprévision, elle peut se faire à tout moment. Au niveau de la forme, c'est une simple lettre recommandée adressée à la personne publique. En pratique, c'est mieux que ça soit accepté et validé par la maîtrise d'œuvre. Et la grosse difficulté, il faut que ça soit documenté. C'est-à-dire que vous demandez une augmentation de X euros sur la base d'une augmentation de tant d'euros sur donc des mètres linéaires de béton ou autre. Et il faut que vous puissiez justifier par écrit. Je précise que la circulaire de mars 2022, elle précise qu'il faut que ça soit une augmentation des prix qui correspond à au moins 10% du montant global du marché public. D'accord? Donc, ça vous donne quand même c'est quand même une augmentation assez significative et qui n'est pas corrigée par le mécanisme numéro 4. Mais pour l'instant, je vais vous parler du troisième mécanisme des marchés publics qui a été mis en place. Les pénalités de retard sont automatiques dans les marchés publics. Le gouvernement a expressément précisé que si les retards sont dus à des difficultés d'approvisionnement, ils ne peuvent pas être demandés. Et ça, c'est bien appliqué par les personnes publiques. Je reviens au mécanisme de clause de révision des prix. Au moment de la conclusion du contrat, le prix, il est forfaitaire. Mais on peut prévoir un mécanisme d'augmentation sur donc, ce mécanisme d'augmentation, il va se baser sur un élément objectif qui peut être une évolution d'un indice publié par l'INSEE. D'accord ? Et le principe, c'est qu'au moment de la conclusion de la réponse à l'appel d'offres, ça vaut fixation du prix. Mais au moment donc du décompte général et final, on peut augmenter le prix sur la base de l'évolution de cet indice. Dans les marchés publics, il est beaucoup plus varié que les marchés privés et du coup, on applique l'augmentation, la formule prévue sur le contrat. Je précise, l'imprévision, elle ne peut être demandée qu'après rectification et application de la clause de révision des prix. D'accord ? Et enfin, si la personne publique refuse la théorie l'augmentation du prix, ou si elle demande des pénalités de retard, il y a toujours la possibilité de faire appel à un tiers qui est un médiateur des entreprises spécialisé dans les marchés publics. Voilà. Si vous voulez bien, on va entamer les marchés publics, les marchés privés, pardon, et on va retrouver des mécanismes similaires. Avant, je vais vous préciser les spécificités des marchés privés par rapport aux marchés publics qu'on a évoqués. Le principe du privé, c'est que tout est basé sur l'accord. Un contrat, c'est un échange de consentement. Du coup, il y a une négociation qui est facilitée dans la mesure où si on trouve un nouvel accord, ça donne un nouveau contrat qu'on va appliquer. D'accord ?
À la fin de cette présentation des marchés privés, on va peut-être enchaîner sur les questions. Et du coup, peut-être qu'on peut voir un petit peu les limites du droit et le niveau commercial, la présentation commerciale pour obtenir des rectifications sur des hausses des prix. Du coup, en matière juridique stricto sensus, un devis signé, c'est une offre commerciale qui est acceptée par le client et ça vaut contrat. On applique ce qui est écrit au contrat. D'accord? Du coup, avant de produire un devis, sachez qu'un devis, c'est une offre commerciale. S'il est accepté, ce sera difficile de revenir dessus. Tous les devis pour ma banque, pour ci, pour ça, faites attention. À partir du moment où c'est signé, ça vaut contrat. Et c'est voilà. Au niveau des mécanismes de rectification, on va retrouver des mécanismes similaires à ce qui a été évoqué pour les marchés publics. En marché public, on a parlé de la théorie de l'imprévision. En marché privé, on va parler de circonstances imprévisibles. Ce n'est pas le même code, ce n'est pas exactement la même formulation, mais c'est la même idée. En marché public, une lettre recommandée avec les justifications des hausses de prix sur la base de l'augmentation des matériaux, du matériel et autres, ça suffit. Suffisent à documenter cette demande. En marché privé, on va se retrouver sur les mêmes bases. En marché privé, pour faire une demande d'augmentation du prix, ce sera par écrit. On va demander une renégociation du prix. Comme toute renégociation, il faut arriver avec des arguments. D'accord? Donc, on va retrouver un petit peu ce principe. Au moment du devis, j'avais un bon de commande à temps, mais au niveau de la livraison, ça a pris 30%. J'ai fait plusieurs autres devis et je n'ai pas trouvé moins qu'une augmentation de 15%. Du coup, mon augmentation objective, elle s'établit à temps et je demande une prise en charge de temps. Voici au niveau de la forme. Mais c'est une simple demande. Vous n'avez pas de possibilité de l'imposer. Le code en marché privé, on parle de renégociation. Stricto sensus, vous n'avez pas la possibilité d'arrêter vos travaux parce que cette augmentation de prix n'est pas prise en charge. D'accord? Après, on verra que par la suite, il y a peut-être des moyens de présenter les choses pour que ça passe un peu plus. Après, les circonstances imprévisibles, on va parler de la force majeure. Est-ce que je peux vous couper? Juste une question par rapport OK, quand ça a commencé, mais si on se rend compte avant même le début des travaux qu'effectivement, on a soit des hausses, soit des délais, est-ce qu'on peut ne pas commencer le chantier? Alors, là, on arrive aux limites du droit et on va parler au positionnement commercial. C'est à vous de vous positionner et c'est à vous de présenter les choses d'une manière qui vous arrange. Parce que, comme je l'ai dit, il y a toujours possibilité de substituer un devis signé par un autre devis signé ou à la demande du client qui ne voudra pas attendre de sortir du marché. Est-ce que je réponds un peu à votre question ou j'approfondis un peu? Oui et non, j'ai compris. Maintenant, si jamais lui refuse, comme on est dans le cadre d'un droit privé, oui. Il faut bien qu'on soit d'accord tous les deux. Exactement. Ouais. Après, concrètement, vous avez un devis signé. Est-ce que vous avez indiqué une durée d'intervention? Non, la durée d'intervention, non, elle est relativement large dans les conditions générales de vente. D'accord. Ce qu'il y a, c'est qu'aujourd'hui, alors nous, on est menuisier charpentier, on fait de la construction bois. Aujourd'hui, ce qui nous met dedans, clairement, c'est les menuiseries extérieures. On arrive à des délais entre 20 et 30 semaines. Donc, clairement, c'est compliqué. Et puis, on a des décalages. Voilà, par exemple, pour être très concret, on doit faire le siège social de la Cavac en Vendée. Le fournisseur nous a mis 4 semaines de délai. Il nous livrerait pendant les vacances d'été. Donc, en fait, ça décale le chantier de 7 semaines.
Et donc, en fait, ils nous menacent d'appliquer les pénalités de retard qui sont de 250 € par jour. Ouvrez. Donc, vous voyez, si vous faites un petit peu de calcul. D'accord. Mais on n'y est pour rien, mais il ne veut rien entendre. Alors après, vous avez toujours la possibilité de contester l'application de ces pénalités de retard. D'une part, parce que vous les avez avertis. D'autre part, vous avez des éléments objectifs, c'est-à-dire qui démontrent que le délai n'est pas de votre fait, c'est-à-dire les correspondances de votre fournisseur. Du coup, vous pouvez les contester. En cas de désaccord, il y a possibilité de saisir le médiateur. Après, stratégiquement, vous avez peut-être intérêt, et je ne sais pas si c'est l'objet de votre question, à expliquer que à sortir du marché. Voilà, c'est pas possible, les délais sont tels aujourd'hui. S'ils devaient recommander les menuiseries, ils pourraient sortir le bâtiment en mars 2023. Ben, vous voyez, ça, c'est un argument à faire valoir auprès de votre contractant. J'ai essayé, mais en fait, derrière, ils ont 90 salariés à loger. Et il me dit que c'est soit les pénalités de retard, soit le loyer à payer de l'autre côté. Quoi. Donc, je ne sais plus, je crois qu'il y a 5 000 € de loyer. D'accord. Sauf que, alors, s'il doit vous demander des pénalités de retard, donc en gros, il va les retenir sur votre marché final. Donc, vous avez toujours la possibilité de réclamer le solde de votre marché. Il va opposer les pénalités et là, vous pouvez contester, saisir le médiateur ou pourquoi pas faire une action judiciaire ou en tout cas le menacer. D'accord. Mais si vous voulez bien, on y reviendra. Oui, bien sûr. Oui. Merci. Je vous en prie. Du coup, après les circonstances imprévisibles, donc la possibilité de renégocier le prix à la hausse, il y a la force majeure qui est prévue par le Code civil. C'est-à-dire que lorsque vous avez une impossibilité absolue d'exécuter le marché, eh bien, le contrat est résolu. Aujourd'hui, c'est un article qui n'est pas encore appliqué, c'est-à-dire que nous n'avons pas de jurisprudence, même en matière de pénurie, sur cette notion. Mais voilà, ça peut être un argument comme un autre. Du coup, l'idée, c'est de vous prémunir pour vos devis futurs. Déjà, c'est en matière de conditions générales d'exécution des marchés. La CAPEB a fait évoluer son modèle qui est disponible à disposition auprès des juristes en incluant systématiquement une clause de variation des prix, en réduisant la durée et la validité du devis et les conditions de règlement. On va reprendre validité du devis, c'est-à-dire combien de temps est valable votre offre commerciale et combien de temps vous avez pour exécuter les travaux. D'accord ? Ensuite, les conditions de règlement. Vous pouvez prévoir un acompte, c'est ce qui est prévu, de 30% au moment de la commande. Ça vous permet de couvrir un petit peu donc, les frais de la commande. Quant à la clause de variation des prix, on l'a évoqué avec les marchés publics. C'est l'idée que le prix du devis, ce ne sera pas le prix de votre facture finale. Parce que le prix du devis, il va être indexé sur un indice publié par l'INSEE, qui est donc l'indice BT, on va dire généralement l'indice BT01. Et l'idée, c'est que de nos conditions générales de marché, c'est qu'au moment du devis, vous établissez un devis à 10 000 €, vous allez sur le site de l'INSEE pour aller marquer le dernier indice connu, on va dire 110, et au moment de la facturation, notamment finale, vous allez donc prendre votre prix, sauf qu'au lieu de 10 000, indexé sur 110, vous allez vous apercevoir qu'au moment de la facturation finale, l'indice il a augmenté il est à 111. En gros, il a pris 11 points, on va dire 9%. Eh bien, avec une règle de 3, vous avez la possibilité d'augmenter le prix du devis de 9%. C'est prévu aux conditions générales de vente.
c'est indiqué, l'indice est indiqué sur vos devis, c'est tout à fait légal. D'accord? C'est une règle de 3, mais qui est présentée sous cette formule, une clause de révision des prix, qui fait partie de nos conditions générales de vente. Et dans les batailles qui ont été menées aussi sur les clauses, les index BT, c'était de dire, avant, les index BT, ils étaient publiés ou 6 mois après les dates de variation. Voilà. Il y a eu une bataille là-dessus. Aujourd'hui, ils publient les variations de prix beaucoup plus rapidement qu'avant. Ils intègrent les variations de prix beaucoup plus rapidement qu'avant. Donc, les index reflètent un peu plus la réalité qu'il y a un an, par exemple. Quand vous appliquez ces variations de prix, ça reflète l'augmentation actuelle. Pardon, voilà. Merci de ton intervention. Et pour approfondir un petit peu l'indice choisi, donc c'est un indice officiel publié par l'INSEE. J'ai parlé du BT01 parce que c'est tout port d'État. En revanche, en fonction des secteurs d'activité, il y a des indices spécialisés que vous pouvez utiliser si votre devis reprend beaucoup. Par exemple, le BT16 charpente en bois, il a plus augmenté que l'indice plomberie sanitaire. Si vous allez sur le site de l'INSEE, on propose un lien sur la notice des conditions générales de marché. Vous voyez la liste des indices et c'est vrai qu'il y en a certains, le métal, le bois, qui ont augmenté beaucoup plus rapidement que les autres. Toujours pour approfondir cette idée d'index, élaboré par l'INSEE, donc il vient collecter toute une base de données et il est composé, on le voit à l'écran, donc d'une partie matérielle, énergie, des services, etc. Et la spécificité des secteurs fait que le ratio et le matériel considéré, il évolue en fonction de la spécificité de l'indice. D'accord? L'idée, c'est toujours de prendre le dernier indice connu, le plus récent. Voilà, on repart un petit peu sur la mise à jour de la validité des devis. Un devis, c'est une offre commerciale. Donc, combien de temps est valable votre offre commerciale? Avant, ça pouvait être un mois. Aujourd'hui, on vous conseille entre 15 jours et un mois maximum. L'idée, en fait, c'est que le devis soit signé et tout de suite, vous enchaînez sur la commande pour essayer, en faire ce peu, de fixer le prix des matériaux. On va arriver un petit peu aux limites du droit et au début de la négociation. Encore une fois, même si quelque chose est signé, écrit, un accord, ça permet de passer outre. Pour défendre votre position, et c'est ça qui est compliqué, c'est qu'on va vous demander d'une part de communiquer le plus tôt possible avec le client et de pouvoir justifier ce que vous demandez. De pouvoir, sachant que plus il y a d'interlocuteurs, plus ça va vous faire du travail. Reprendre par écrit ce que vous dites, conserver les écrits pour pouvoir les remontrer à une bonne personne. Or, dans un chantier où il y a un client, un maître d'œuvre, d'autres corps de métier qui interviennent, c'est vrai que ça fait un côté un peu administratif qui est assez nouveau. Mais sans écrit et sans justificatif objectif, ce sera difficile d'une part de renégocier et d'autre part de défendre sa position auprès d'un tiers, qu'il s'agisse du médiateur, d'une commission ou autre. C'est ça un petit peu le challenge pour passer un petit peu
cette période, cette crise. Donc, pour revenir sur ce que propose la CAPEB, les conditions générales de marché qui ont été remises à jour en février 2022. On a un modèle type aussi pour demander une renégociation du prix en marché privé, donc sur la base de l'article 1195 du Code civil, qui mentionne expressément donc, la lettre des CAPEB, ou la circulaire de mars 2022 qui s'applique aux personnes publiques, mais qui pour la première fois, et ça c'est pour un juriste c'est tout à fait inédit, qui vise aussi cette renégociation des prix sur la base du Code civil. Donc, et puis en matière commerciale, si on parle aux clients qui risquent d'avoir des augmentations, ils peuvent l'entendre, surtout qu'une simple recherche Internet permet vraiment de conforter votre situation. Là, je me contente de rapporter ce que disent certains de vos collègues. Il y a certains clients qui commencent et qui viennent pour demander un devis et qui commencent à dire « est-ce que le devis va augmenter ?» Vous êtes libre de dire « il est susceptible d'augmenter, on serait susceptible de vous produire un devis actualisé au moment d'exécution des travaux. » Si le client il le signe, c'est bon. Vous voyez un peu la frontière entre donc le juridique et le commercial. Il faut rester dans la communication et pour que le prix il soit un petit peu consenti par chacune des parties. Par contre, la contrepartie, c'est que s'il y a une augmentation, c'est quand même mieux que toute augmentation ne soit pas répercutée systématiquement sur le client, mais qu'il y ait quand même peut-être une petite partie qui est prise en charge par l'entreprise. Ça, c'est un langage commercial qui peut être entendu et qui fonctionne bien. J'ai deux questions pour toi, Julie. Première question, dans les marchés privés sous appel d'offres, est-ce que l'on peut appliquer cette actualisation, même si elle n'est pas prévue à la base dans le contrat d'appel d'offres? Alors, en marché public, aujourd'hui, elle est systématique, elle est obligatoire. En marché privé, elle n'est pas obligatoire si elle ne fait pas partie des conditions générales de travaux. Non, elle n'est pas, on ne peut pas l'appliquer. Ensuite, comme je dis, vous ne perdez rien à demander, si ce n'est du temps et un écrit. Mais bon, je suis juriste. Rien ne vous empêche de demander officiellement, d'assortir officiellement votre devis à l'insertion d'une clause de révision des prix. Okay. Et deuxième question, pour un devis signé mais chantier non commencé, si le client refuse toute négociation, peut-on se rétracter et refuser de faire le chantier? Alors, juridiquement, je vous dirais que non. Ensuite, dans la manière de présenter les choses, vous pouvez être oralement en négociation avec le client et peut-être présenter les choses en fonction donc, des délais, en fonction des spécificités du marché. En fait, je partage un petit peu à vous répondre parce qu'en général, quand j'ai des échanges téléphoniques avec l'adhérent, j'ai quand même des spécificités du marché, c'est-à-dire qu'il s'agisse du client, de ses attentes particulières, quel type de marché c'est, et on arrive un peu à présenter les choses de manière à faire en sorte que peut-être que le client peut être amené à ne plus être intéressé. Mais c'est compliqué. Si c'est un marché qui est signé, c'est compliqué de sortir. Par contre, j'ai entendu que la négociation, il ne voulait absolument pas augmenter, mais est-ce que vous avez demandé par écrit? Vous voyez, une lettre, deux lettres, des références, lettres CAPEB, au lien Internet. Alors, c'est un peu difficile parce que je ne vois pas les commentaires. Il n'y a pas de commentaires.
Il n'y a pas de réponse à ta question. D'ailleurs, Mélanie, je ne vois que toi. J'avoue que oui, j'ai pas beaucoup de caméras de lancer, effectivement. Je suis désolée, j'ai plus l'habitude d'être dans un échange en fait avec l'adhérent que de présenter les choses comme ça d'une manière générale. Donc, non, mais c'est très bien parce que tu nous fais la... Pas de souci, vous avez répondu. Voilà. mais tu nous fais exactement la bonne transition vers la conclusion. Non pas que je veuille vous presser, mais nous sommes déjà au bout de nos 33 minutes. On a même un peu débordé. Ce que j'allais vous proposer, c'est que, comme vient de l'introduire Julie, en fait, tout est toujours affaire de chantier particulier, de ce qui se passe en particulier avec votre client. Donc là, on vous a dressé un panorama global de la situation avec quelques pistes. Ce qu'il ne faut pas hésiter à faire, c'est appeler la CAPEB. On est toujours là pour vous répondre. On prend le cas que vous nous soumettez, on regarde qu'est-ce qu'il est possible de faire dans ce cas-là. Et puis, comme Julie l'a très bien dit, on arrive à trouver des solutions. Il y a des fois où c'est compliqué, mais il y a des fois où on arrive à trouver des solutions. Donc, si vous avez une chose à retenir, c'est surtout n'hésitez pas à nous appeler. On va vous envoyer, à l'issue de la présentation, le diaporama qu'on vous a transmis. N'hésitez pas aussi à nous contacter pour les conditions générales de vente, parce que Julie en a parlé, ces clauses-là, elles ne sont applicables qu'à partir du moment où vous les avez dans vos conditions générales de vente, où votre client les signe en même temps qu'il signe le devis. Si vous ne les avez pas encore mis en place, ça va être compliqué de faire jouer ces clauses-là. Voilà. Donc surtout, n'hésitez pas à nous appeler aussi pour ça. Je vous remercie de votre attention. Et puis, je vous souhaite un... Ah, j'ai une question. J'ai encore une dernière question. On prend la dernière et après, si vous avez d'autres questions, vous nous appelez, on vous répond. Nolwenn, on t'écoute. Elle doit être en train de taper. Tu peux prendre le micro si tu veux. Est-ce que vous m'entendez? Oui, mais ça résonne, mais oui, on t'entend. Ok. Nous, on a des fournisseurs de... Ah ouais, non, ça va pas être... Il y a trop d'écho, Nolwenn, on t'entend pas très bien. Tu m'entends? Là, c'est mieux? Non, c'est que je pense que tu dois avoir la visio d'ouvert dans l'écran et dans le téléphone. Oui, mais je peux pas faire autrement. Ou repasse par peut-être. Parce que par écrit, c'est compliqué. Nolwenn, est-ce que tu peux éteindre le son de ton ordinateur le temps de poser la question? C'est fait. Ah. Et vous... Non, ça marche pas. Non, ça marche pas. Ou on te rappelle après, Nolwenn? Tu es au bureau aujourd'hui? Ouais, je suis dispo. Ça marche. Eh ben, je vous remercie à tous d'avoir assisté à ce webinaire. On se retrouve prochainement pour un nouveau sujet. N'hésitez pas aussi à nous donner des idées de sujets que vous aimeriez qu'on aborde. Voilà, on est preneur de vos idées. Et je vous souhaite, malgré ce sujet un peu compliqué, une très belle fin de journée et une belle fin de semaine. À bientôt!